Beaucoup Richard vous dit et merci également pour cette vidéo. Et nous félicitons également Abigail Elonga Massongi, la fille du pasteur Dieu merci Massongi Makambo pour sa soutenance de mémoire. Aujourd'hui, tu n'as pas salué Hervé Mouba. Monsieur le banquier Hervé Mouba, je te salue et bon début de week-end à toi. Et, il faut autre chose ajouter, mais c'est Christian Kadima. Et après, M. Christian Kadima, tu ajoutes encore Madame Jaël Kalinga. Maman ya bana bakombo compliqué. Monsieur Christian Kadima. Kadima, ouais. Monsieur Christian Kadima, très bon lourd. début. Hein? Il faut que ça très lourd. Ok, Monsieur Christian Kadima, très lourd, très lourd alors. Et puis Madame Jaël Kalinga. Jaël Kalinga, la maman aux enfants. Bon nom compliqué. Bon nom compliqué. Ah. Bon début de week-end à vous. Donc, sur ce plateau déjà avec notre premier invité, M. Emmanuel Mouenge. Après un certain moment, ça fait pratiquement 2 mois, M. Emmanuel Mouenge, vous ne venez plus. Oui, ça fait 2 mois, 2 mois de recherche intense, 2 mois de culture et de repos surtout, et 2 mois toujours au cœur de l'actualité. Voilà. Nous suivons de près ce qui se passe. Ah, voilà, nous vous disons quand même bienvenue parce qu'on n'a pas encore salué. Bonjour et bienvenue encore. Merci beaucoup et bonjour à ceux qui nous suivent de partout dans la République et même en dehors s'il le faut. L'actualité, bien évidemment, l'actualité, c'est ce que nous allons développer dans un peu de temps, mais la thématique que nous avons quand même retenue, sans suite idée pour quelle finalité. Alors, M. Emmanuel Mouenge, vous savez toujours, avant qu'on y entre dedans, on a quand même des biscuits seulement. Des biscuits seulement, des questions seulement. Il ne faut pas aller très loin. Une analyse par rapport à la condamnation Constant Moutamba. Bon, d'abord, je commence par dire que nous devons nous incliner devant la décision de la justice. C'est une procédure, mais le fait de s'incliner devant la décision de la justice ne va pas froisser la conviction personnelle de chacun. Vous le savez, il existe une justice populaire, une justice institutionnelle attachée à l'appareil judiciaire. Ça, c'est la justice normative qui régit la société. Mais l'humain a sa conception de choses qui peut être vraie, qui peut être fausse, mais on doit la faire taire au profit de la décision judiciaire. Alors, j'aurai une analyse sur les impacts que cette condamnation peut avoir sur la société. Vous connaissez ma pensée. Moi, je m'étais dit que selon moi, le dossier étant un dossier essentiellement de faute administrative, pouvait être traité au niveau du Conseil d'État. Mais je ne suis pas la loi, je ne suis pas la justice. Il y a notamment quelques irrégularités qu'on peut remarquer et approcher sous forme d'interrogation pour se dire, mais comment une société avec un chiffre d'affaires aussi inférieur a pu gagner un marché allant même à un montant exceptionnel au-delà de la limite autorisée par les marchés spéciaux de gré à gré? Comment est-ce que le ministre n'a pas pu pouvoir déceler un peu certaines irrégularités de cette entreprise et consorts, puisque c'est justement au nom de ces irrégularités et d'un certain forcing au niveau de la prise de décision qu'on lui attribue l'intention de détournement. Mais ces questions resteront peut-être sans réponse pendant qu'il y a un jugement. Et donc, moi, ce que je peux reconnaître là, c'est le fait de s'incliner devant la justice, mais comme impact, la population n'a pas tellement digéré le fait et jusqu'aujourd'hui. Ce qui peut laisser une porte ouverte à tous ces propagandistes de l'ennemi qui peuvent venir essayer d'influencer le mental des gens pour le tourner contre les régimes, d'où l'importance de pouvoir garder un climat apaisé et de multiplier les sensibilisations sur le principe de l'appareil judiciaire. Quoique si Moutamba avait été acquitté, moi j'aurais trouvé une issue politique à son acquittement. Je l'avais dit, cet acquittement aurait pu servir à installer un nouveau leadership dans l'opposition, éclipsant celui de Martin Fayoulou, qui d'ailleurs n'en a plus tellement. Et pour faire en sorte un dialogue avec lui, lors de la construction d'un gouvernement d'union nationale pour la fondation de l'État, au moins vous aurez un opposant qui n'est pas acquis à la cause de certains dialogues extérieurs ou encore des dialogues dans des formats qui favoriseraient les belligérants pour que ceux-ci se dérobent au processus de Doha. Parce que vous avez évoqué ces mots dialogue, nous entrons directement dans notre vif du sujet. Sans suite idée, convocation de cette fondation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Et d'entrée de jeu, le gouvernement congolais dit non. D'abord, vous avez dit qu'il y avait 2 biscuits. Maintenant, on donne qu'un seul biscuit. Les gens mangent, ils ne sont pas associés. Et puis, vous entendez. Non, les deuxièmes biscuits, nous allons chuter avec les deuxièmes biscuits. Il n'y a pas de problème. Sun City 2, c'est une dénomination qui vient du camp de Joseph Kabila. C'est une dénomination qui vient de là. Pour comprendre Sun City 2, il faut comprendre Sun City 1. C'est ça la référence. D'abord, commençons par le prétendu médiateur Thabo Mbeki.
Thabo Mbeki n'est pas un exemple en termes de médiation. Il n'y a qu'à voir la crise politique au Zimbabwe avec Mugabe. On sait comment ça s'est passé. Il a soutenu le régime répressif de Mugabe. Ça a conduit à des déplacements. Les 10 déplacements des réfugiés de guerre se sont introduits en Afrique du Sud. Ça a donné naissance en 2008 aux événements de la xénophobie où il y avait eu un grand massacre. Dans la gouvernance interne, il n'est pas un modèle. Il est à la base de plus de 300 000 morts sur la gestion de la crise du VIH-Sida. Oui, parce qu'il avait freiné la dispensation des antirétroviraux. Parmi ces éléments externes et internes, l'ANC va donc décider de le chasser, de le rejeter, le désavouer, surtout pour son implication dans le procès de son adversaire de l'époque. Alors, l'ANC l'a désavoué. Thabo Mbeki n'est pas un exemple en médiation. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant à Sun City pour comprendre Sun City 1 Sun City 1, ça a été le couronnement du processus des accords de guerre qui ont établi leurs lieux et leurs opérations en République démocratique du Congo. Sun City 1 nous a donné un partage du pouvoir sans justice transitionnelle. C'est-à-dire les groupes rebelles qui ont fractionné l'État en 4 parties, en plusieurs parties, et qui ont commis des massacres, ne vont pas répondre de leurs actes, mais vont venir assumer la gestion de l'État. Sun City nous a apporté le manque de prise de décision et l'ingouvernementalité, si je peux le dire comme ça. Une absence de gouvernance cohérente dans Sun City. Parce qu'il y avait des prises de décisions qui devaient se prendre dans le 1+4, et dans le cas de ces prises de décision, certaines décisions n'étaient pas d'application. Parce que cela rencontrait la contradiction d'une autre partie à la gouvernance. Tel vice-président va dire l'autre ne fait pas ça, ça c'est dans mes cordes. Et de ces conflits va naître une lenteur dans la prise de décision qui fera en sorte que l'État soit mal géré. Finalement, Sun City va nous apporter les concepts qui dit le crime paye. Donc nous pouvons aller en guerre, revenir signer des accords, prendre le pouvoir. Mais c'était dans le cadre de sauver une décision salvatrice, dans le cadre d'éviter la balkanisation. Non. Au contraire. Déchiré en 4 parties, Jean-Pierre Bemba de l'autre côté, Azaria Soubera de l'autre côté, les Roger Lumbala et tous les autres SDKML de l'autre côté. C'était un pays divisé en 4. Ce n'était pas la seule solution. Moi, je peux vous dire que l'une des meilleures solutions dans l'histoire du Congo, c'était la CNS. On n'avait même pas besoin qu'on puisse venir prétendument nous libérer avec une armée étrangère, alors que la CNS était le mécanisme de transition qui quitte vers un régime dictatorial de Mobutu pour un système démocratique. On avait la CNS, et c'était pacifique d'ailleurs. La conférence souveraine? Oui, conférence nationale souveraine. Il y avait la CNS, mais Sun City est venu faire asseoir le système d'infiltration et de destruction de l'État. C'est ce que Sun City a fait. Et même parmi les exemples, il y a cet exemple que j'ai toujours voulu rappeler à la mémoire des compatriotes, c'est la fameuse loi de 2004 complétant l'article 10 sur la nationalité. La loi organique de 2004, prévue par les parlements de transition de l'accord global inclusif, disait clairement que Congolais d'origine, toute personne possédant des terres, d'abord, toute personne ayant une nationalité étrangère et qui possédait des terres en République démocratique du Congo, à l'accession de la République à l'indépendance. Ceux-ci sont reconnus comme Congolais d'origine. Donc, cette loi organique a reconnu qu'il y avait des étrangers qui possédaient des terres, ce qui entre dans la thèse que réclame Paul Kagame aujourd'hui, que le Rwanda possédait des terres. Donc, Sun City a créé le mécanisme d'infiltration et de gestion. Il faut faire une nuance. Est-ce que ce sont les Rwandais ou bien les Tutsis qui possédaient les terres, ou c'est les Rwandais qui possédaient les terres? Mais quand on vous dit Tutsi, Tutsi c'est un peuple Banyarwanda originaire du Rwanda. Sun City a reconnu, oui, ils sont originaires du Rwanda. Ce n'est pas un métissage? Non, les Tutsis sont associés au Banyarwanda, qui sont le Hutu et le Tutsi, tous les deux mélangés. Même le Toit, qui peuvent traverser et vivre ici, sont originaires du Rwanda. Et donc, par Sun City, quand on vous dit pas clairement le Tutsi, mais on vous dit qu'il y a des nationalités étrangères qui possédaient des terres et à l'accession à l'indépendance, ceux-ci deviennent congolaises. Alors, quelle est cette nationalité étrangère qui possédait des terres ici, dans l'espace congolais? Puisque vous avez plus de 4 cartes sur l'ethnographie congolaise, notamment la carte de Gaston Deringer de 1919, qui vous décrit l'ethnographie de toute la République et précisément à la partie du nord et du sud Kivu, où vous ne trouverez aucune tribu Banyarwanda. Le problème ici, c'est une question d'anthropologie, d'histoire et surtout de géographie, qui vous permet de déceler le vrai du faux. Certes, il y avait des tribus qui étaient ici, qui venaient de l'étranger, mais celles-ci ne possédaient aucune terre.
puisque la République, à l'époque de la colonisation, a été découpée sous forme de 3 types de terres. Les terres des communautés locales, les terres vacantes et les domaines de la couronne. De cette structure géographique, on a pu déceler les différentes tribus qui vivaient dans chaque terre et construire la carte que vous avez eue. Et c'est comme ça qu'il y a 4 principales cartes sur l'ethnographie congolaise qui vont de 1919 jusqu'en reculant jusqu'aux années 1800. Mais parce qu'il y a ces erreurs, est-ce que ce n'est pas l'occasion cette fois-ci d'aller corriger ces erreurs? Mais c'est de là que nous parlons de l'adaptation de lois au contexte historique d'un État. Oui. C'est ça le gage de l'identité nationale d'un État. Et même quand vous avez, toujours dans le cas de Sun City, dans le fait de torpiller l'État, lisez le chapitre 2 de l'accord global inclusif. On vous parle de la construction d'une armée avec l'intervention des groupes rebelles et l'intervention de toutes les milices. Non, il y a une façon de mixage, Mais une façon de exactement, mixage, de brassage. Sun City a consacré le brassage et le mixage que vous décriez aujourd'hui. Le souci de Kabila par Sun City 2, c'est justement quoi? C'est d'abord, il y avait tout un plan. Le plan était tracé. Il fallait créer une situation de crise au Congo. Par la guerre à l'Est, par la multiplicité de groupes armés, d'où la résurgence même du fameux Thomas Lubanga avec son petit groupe armé là, Wanituri. Qui est un échec d'ailleurs. Alors, quand on va créer cette résurgence, vendre la thèse de l'instabilité politique sécuritaire pour nous ramener maintenant à un contexte d'accord à la Sun City 1. Donc, nous créons une crise artificielle pour justifier les retours de Sun City, pour qu'à travers ces retours, l'on refait le même mécanisme qui a serré le taux sur la gouvernance congolaise. Étant donné aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont convoqués. Si on convoque aujourd'hui les gouvernements en place, et ces gouvernements en place à l'époque de Sans Suite, j'espère que c'était représenté par Papa Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir avec des nouvelles figures. Aujourd'hui, il y a les Martin Fayoulou qui sont là, qui n'étaient pas dans Sun City 1. Aujourd'hui, il y a déjà Marc Kabound qui sont là, qui n'étaient pas non plus là à l'époque. Est-ce que ce n'est pas une occasion maintenant, avec ces nouvelles figures, d'aller maintenant corriger les erreurs du passé et proposer la bonne chose, la bonne solution? Non, en fait... Les refus, c'était ça ma question, le refus du gouvernement et... Le refus est justifiable et le refus est bon. Il ne faut pas confondre les réalités politiques et les réalités économiques. Je reviens parce qu'il y a tellement d'éléments riches dans la question que vous posez. Quand le gouvernement refuse, c'est que le gouvernement est en train de refuser une façade de dialogue qui cache une stratégie qui recourt justement à ces pratiques pour remettre encore le taux rwandais sur la République démocratique du Congo. Vous parlez de Kaboun, vous parlez de Fayoulou et des autres. Ils sont opposants en démocratie et régi par la loi statutaire de l'opposition de 2007. Dans cette loi, il est reconnu une opposition pacifique. Qu'est-ce que c'est l'opposition? C'est l'avis contraire sur la gouvernance d'un État. L'opposition est une affaire d'inconvénance idéologique sur la gouvernance d'un pays. Alors, c'est comme ça qu'on appelle ça des problèmes internes inhérents à la politique de gouvernance d'un État. Ce ne sont pas des problèmes économiques qui s'assoient sur une guerre comme le processus de Doha en train de traiter des mêmes problèmes. Parce qu'il y a deux thèses. La thèse du conflit interne sur les divergences d'opinion politique et la thèse de la guerre économique, justement, qui nous est octroyée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 avec le soutien des belligérants européens. Donc ces deux concepts de crise ont deux mécanismes différents dans leur résolution. Pour la question de la guerre économique, ça se traite à Doha. Et je peux même démontrer que cette guerre est une guerre essentiellement économique. La ruse avec le camp Kabila, c'est maquiller tous les problèmes de la République, notamment les opinions sur la divergence dans la gouvernance du pays. La question de la guerre économique, tous les maquiller sous un format d'un conflit interne qui s'attribue à la gouvernance de Félix Tshisekedi. D'où le plus important de définir un format d'un dialogue qui fait ces mélanges-là et qui peut permettre à ceux qui sont à Doha de se dérober du processus de Doha et d'entrer par la petite fenêtre à travers ces dialogues-là. Donc vous comprenez la stratégie. Donc la thèse de la guerre économique, c'est une thèse qui s'assoit dans sa résolution au processus de Doha. Ça n'a rien à voir avec les problèmes internes sur la divergence d'opinion dans la gouvernance, qui sont des problèmes de l'opposition qui peuvent se traiter par un dialogue en interne, sans pourtant qu'on ait Sun City. Quand vous avez eu la transition où Joseph Kabila quitte le pouvoir, il organise des élections au prix du sang, bien sûr, des martyrs de 2016-2015, vous l'avez eu à travers deux dialogues.
À la Saint-Sylvestre, ça s'est passé où? C'était ici, non? Oui. La cité de l'OIA, c'était où? C'était ici. Oui. Alors, qui a fait appel à l'Afrique du Sud? Vous devez comprendre que Saint-Titi a été un mécanisme spécial d'une situation spéciale, mais cachant des dessous de cartes. Or, cette situation spéciale a pris fin dès l'organisation des premières élections. On n'avait plus besoin de Saint-Titi. Mais parce qu'ici, il est question de confiance. Il est question qu'on ne peut pas aujourd'hui se dire, eh ben, écoutez, d'autres politiciens qui se disent être en exil ne seront pas venir au pays. Mais comment ils vont répondre à l'invitation sur le président Félix Tshisekedi? C'est lui qui les a appelés parce qu'ils ont peur. Peut-être ils peuvent être arrêtés, ils peuvent être retenus à la frontière et tout ça. Et d'autres qui n'ont même pas de passeport. On sait que Moïse Katumbi a décrié qu'il n'a plus de passeport. Je ne sais pas pourquoi Moïse Katumbi manque toujours des passeports quand il est en conflit avec le gouvernement. Alors, il n'a pas de passeport, il n'y a pas moyen de revenir au pays. Mais comment on va convoquer cela si ce n'est pas les faire à l'extérieur du pays, mais avec la médiation d'un étranger? Soit il faut revenir alors avec le format pacte social. En exil, bon, je n'ai pas appelé ça de l'auto-exclusion, parce que je ne vois pas qui a mis en exil Moïse Katumbi. Je ne sais pas, lui-même s'est mis en exil parce qu'il a vu que sa situation peut-être relevait d'une situation contradictoire aux enjeux sécuritaires autour de sa personne. Ça, c'est sa conviction, il est parti. Joseph Kabila a un procès, un dossier en justice. Comment il va venir au pays? Non, il sera arrêté, il ne peut pas venir à ce dialogue. Il faut nuancer. S'il doit avoir dialogue à l'interne du pays, ça concerne une opposition non armée. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui a été le seul à énumérer ou dénoncer le fait que Kabila ait des connivences avec le M23 ou encore Moïse Katumbi. Vous avez des rapports internationaux. Le groupe des experts des Nations Unies ont fourni le même rapport, parlant des tractations qui existent entre Katumbi Kabila et le mouvement AFC. Il y a le témoignage d'ailleurs qui est à charge dans le procès Kabila, ici, de personnes qu'on a interpellées dans le cadre de cette organisation criminelle qui ont cité et mentionné le nom de Joseph Kabila. Dites-moi que dans un pays où la sécurité doit être prise au sérieux, à la lumière de tous ces éléments-là, l'on ne peut pas ouvrir une affaire en justice. Je pense, pour moi, que le dialogue concerne les acteurs de l'opposition qui sont dans la logique de la loi statutaire relative à l'organisation et au fonctionnement de l'opposition de 2007, c'est-à-dire une opposition pacifique, et qui ont besoin d'un renouveau. Ceux-ci peuvent prendre part à un dialogue interne, mais ceux-là qui ont pris les armes n'ont pas besoin d'un dialogue. Ils ont besoin de rencontrer la justice par rapport à leur choix, d'avoir défié la République, ses institutions, d'avoir violé l'article 64, d'avoir bafoué la loi portant statut de l'opposition, avoir préféré faire une lutte armée en agression, en complicité avec le Rwanda. Donc on ne peut pas faire un amalgame. Un pays, nous voulons la paix, nous voulons l'ordre, mais nous ne pouvons pas obtenir la paix si nous prenons les mêmes causes du problème et que nous les répétons une fois de plus, parce que faire appel à des belligérants à la table des négociations, c'est construire un Saint-Titi 2 en violation d'une justice transitionnelle, donc d'une réparation de la population pour tous les torts causés et à l'absence totale d'une justice qui punit les personnes qui privilégient le génocide. Parlons le deal RDC, Amérique RDC, les deals américains RDC sur le minerai. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui? Parce que la Chambre des représentants a refusé ces deals, refuse ces partenariats, mais les Congolais que nous sommes, nous tenons à cela parce que nous pensons que c'est notre élément qui va nous sauver dans beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, la Chambre des représentants n'a jamais refusé les deals. La Chambre des représentants aux États-Unis, d'ailleurs c'est le groupe des démocrates, ils ont émis des réserves. D'abord, les réserves reposent sur la situation sécuritaire du milieu d'exploitation. Ils ont demandé qu'on puisse d'abord auditer le mécanisme d'exploitation, puisque ceux qui exploitent ces mines, ce sont des enfants, ce sont des mineurs qu'on exploite en période de guerre. Et on ne peut pas venir investir dans un contexte où il y a des crimes de guerre, notamment des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, d'où l'exploitation, les travaux forcés des enfants mineurs, et ainsi de suite. Donc, toutes ces irrégularités-là doivent apporter un mécanisme palliatif qui rassure pour permettre l'investissement. Donc, ce sont des réserves, ce n'est pas un avis contraire à une opposition, mais ce sont des réserves pour améliorer le contexte du partenariat. C'est un mécanisme en démocratie. Donc, si on comprend bien, la Chambre des représentants exige d'abord qu'il y ait la restauration de la paix. Exige d'abord la restauration de l'autorité de l'État, la paix et tout ça, avant d'entamer ces... D'où le processus de Doha. Et surtout, elle exige des mesures qui visent à rassurer que ces partenariats ne vont pas s'asseoir sur les mêmes procédés que le groupe rebelle en zone occupée. Et c'est totalement fondé puisque au nord, au niveau du sud Kivu, je crois au niveau du Kivu, il y a une
raffinerie d'or et dont les investissements avoisinent les 2 milliards. Depuis 2022, le partenariat a été signé et cette raffinerie d'or a des investissements qataris et même des actions américaines à l'intérieur. Alors, c'est la situation actuelle où cette raffinerie est en train de travailler, c'est une situation de guerre. Alors, la Chambre des représentants, se servant de tous ces exemples, voudrait savoir si les investissements américains vont évoluer dans le même système ou encore imposer la paix. Donc, c'est une mesure qui vise à rassurer et une mesure qui vise à poser des conditions et des normes idéales pour que l'accord s'installe. Alors, le deal aura bel et bien lieu. Et le deal est une porte de sortie compte tenu des enjeux géopolitiques et géostratégiques et même de l'économie mondiale de l'heure. Et ce deal, c'est un deal économique puisqu'il n'y a pas de médiation sans intérêt. Le Qatar n'est pas là par hasard. Le Qatar investit dans les deux pays, au Rwanda et en RDC. Mais les investissements qataris par rapport aux projections en RDC sont de loin supérieurs à ceux du Rwanda. Puisqu'il y a le 2 septembre la signature d'une lettre d'intention sur un projet d'investissement agricole de 21 milliards. Vous comprenez? Il n'y a pas eu un projet à cette hauteur dans le secteur agricole pour le Rwanda. Donc, le médiateur se rapproche de la République démocratique du Congo, sachant très bien la suite de cette négociation, de ces négociations économiques qui se passent à Doha, qui sont en réalité des négociations qui cachent plusieurs enjeux. Donc, il y aura bel et bien dit, les États-Unis ont l'accord de coup par rapport au mariage qui est entre la Russie, la Chine la Corée du Nord, sur le soft power, le hard power aussi, par rapport aux BRICS qui montent en puissance avec l'imposition du yuan qui devient dans le marché de l'informatique indienne comme monnaie de commercialisation de services, l'Amérique est dépassée sur tous les plans et elle a besoin en grande quantité de ces minéraux et elle a besoin de transformer son partenariat avec l'Europe sous un autre format. Fini la sous-traitance européenne qui passe par le soutien des guerres à l'Est. Bienvenue au nouveau système de partenariat. Et ce sont ces négociations qui se passent à Doha. Il n'y a pas que la RDC et le Rwanda à Doha. Il y a l'Union européenne à Doha, il y a les États-Unis à Doha, il y a le Rwanda, il y a la RDC, il y a tous les pays de l'Europe pour décider d'un nouveau système d'exploitation et mettre fin à cette guerre. L'Amérique n'est pas sainte, non. On va chiter avec ce dernier point l'initiative de la ministre de la Jeunesse. J'espère qu'aujourd'hui, quand même, la nouvelle ministre quand même vous rassure. Non. Parce que l'ancienne ministre, c'était pas vraiment de la famille, mais là, quand même, ça rassure quand même. L'ancienne ministre, avec tout le respect que je lui dois, je souhaite oublier sa gestion rapidement. J'ai été traumatisé. Alors, parlons de l'initiative qu'a proposée. Non, ça ne me rassure pas, ça n'a rien de personnel. Nous critiquons les actions. Madame Grace Coutinho est une servante de Dieu qui est très efficace. Et je l'ai découvert après sa nomination. J'ai eu l'occasion de suivre quelques-unes de ses prédications, ses conseils de vie. Impeccable, j'adore, j'aime bien. C'est une motivatrice. Oui, c'est l'art d'influenceur sur la motivation. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, mais là on parle de sa gestion. Non, ça ne me rassure pas. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? On n'a même pas encore 3 mois quand même. Je sais, on ne va pas encore toucher à un bilan parce que les 100 jours ne sont pas encore atteints. Mais déjà les prémices, en syllogisme on dit que quand les prémices sont faussées, la conclusion ne peut être que fausse. Qu'est-ce que Madame Grace Coutinho fait? Sur ces plateaux, j'avais donné un conseil, je lui ai dit d'éviter la flatterie. D'éviter les influences du système qui peuvent la définir. Ce que la population aime, c'est les anti-systèmes, les outsiders qui sont anti-systèmes. Regardez Donald Trump. On peut tout dire de lui, mais l'Amérique, sur le plan économique, se porte mieux en termes de mobilisation des recettes qu'avant pendant les démocrates. Parce qu'il est venu avec un système intransigeant. On ne va pas se laisser marcher par le système où l'Amérique fait des subventions dans tout le pays du monde. On garde notre argent pour nous, favoriser l'économie interne. Alors, elle devait être un outsider qui vient avec une autre dynamique anti-système. Je ne dis pas anti-système sur anti-gouvernement, ennemi des autres, capable de dire n'importe quoi à tout moment, non. Je viens avec une logique qui défie l'aspect immoral du système. On l'a vu chanter et dire que là, la confiance du chef, c'était une rhétorique contre tous ceux qui sont ses détracteurs. Je pense que ce n'était pas utile parce que la communication est importante. Cette image que vous donnez aux gens, c'est comme s'il suffit d'avoir la confiance du chef, que vous gérez bien ou mal, vous restez en fonction. Ce n'était pas une bonne idée de laisser cette vidéo sortir. Deuxièmement, qu'est-ce qui m'éloigne de la confiance à son égard? C'est lorsque... Là, je suis un peu pour et contre. Lorsqu'elle convoque des consultations pour définir une politique claire dans les secteurs de la jeunesse. Je suis d'accord, c'est une bonne idée. D'ailleurs, moi-même, je suis porteur d'idées, au même titre que d'autres Congolais qui sont plus intelligents que moi, qui ont plus d'idées que moi d'ailleurs. On peut y aller. Mais à un moment, je me pose la question, ça c'est l'aspect négatif. Est-ce qu'elle a un contenu, au moins un soubassement par où commencer?
Parce que je me rappelle qu'elle a demandé qu'on prie pour elle. C'est bien, qu'on prie pour elle. Mais y a-t-il un début? Elle doit quand même écouter, les structures de jeunes. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais avant les consultations... les vrais problèmes. Ah, non, avant les consultations. Vous savez, il ne faut pas accepter un poste quand vous n'avez pas une compréhension globale du problème. Laissez tomber. Ou soit prenez des conseillers qui sont beaucoup plus aiguisés. Avant nous, il y a un cabinet. Avant nous, il y a un cabinet. Le chef de l'État a fait des consultations après combien d'années de mandat? Plusieurs, plus de 5, plus de 6. C'est là que vous avez eu des consultations ici, pratiquement 6 années après. Mais il gouvernait quand? Il avait consulté qui? C'est le problème, pour la gratuité. Vous voulez d'abord... Non, le problème, c'est un problème de vision. Moi, j'aurais voulu voir. On vous appelle les jeunes. L'idée de consulter, c'est une bonne idée. Oui. Mais on vous appelle par rapport au contenu que nous, on a déjà produit. Venez voir quels sont le point fort, le point faible pour nous aider à avancer. Ça risque d'être comme un dictat, M. Emmanuel Mouingue. Non, c'est pas un dictat. Là, c'est la démocratie qui exige aussi à une autorité d'écouter ces structures, d'écouter, parce qu'il faut le souligner, les ministères de la jeunesse, c'est un ministère de plaidoirie. Non, mais oui, je l'ai expliqué. Ce n'est pas un ministère d'action. Non, attention, d'action de plaidoirie. L'interconnexion ministérielle, j'ai expliqué le concept ici. Il ne faut pas oublier que c'est un ministère, mais qui est attaché à l'exécutif. Le rôle de l'exécutif, c'est la définition d'un programme de gouvernance de la société. Donc, ce programme est structuré d'après tous les secteurs ministériels. Dans l'économie, voici ce que nous allons faire. Dans l'éducation, voici ce qu'on... Et dans la jeunesse, voici ce qu'on va faire. Vous nous donnez l'image qu'il n'y a aucun contenu et que c'est à nous de définir le contenu. Non. Créer quelque chose, nous on viendra sur base de ce que vous proposez, vous dire améliorer ceci, améliorer cela. Répondez d'abord à l'invitation de la ministre. Si je suis invité, on chute par là. Mais nous connaissons les critères de recrutement, on sait comment ça se passe. C'est le conglomérat de même type d'enfants ou encore des amis ou de proches qu'on appelle. C'est ça qu'il faut combattre. Je vais vous donner un exemple. Quand on a fait les consultations nationales, j'ai vu un groupe de jeunes que je qualifie comme de jeunes en dehors de l'histoire, qui sont allés être consultés par le conseiller Bérand, et l'un d'entre eux, chevelu de son État, est venu dire que pour résoudre la crise, il faudrait un Premier ministre jeune. Quelle aberration! Comme si l'âge était le facteur déterminant de la gestion, la bonne gouvernance et autres. Non! Ce n'est pas une question d'âge. Le Premier ministre jeune, on en a eu, c'est Lumumba. 35 ans, je crois. Malheureusement, aujourd'hui, M. Emmanuel Mouingue, donc c'est le même type de jeunes. On se limite par là. Mais moi, j'aurais voulu avoir un dernier mot pour un petit message important. Bon, un message. 30 secondes. 20 secondes, si vous voulez. Oui. Le monsieur qui a dit que les jeunes sont trop pressés, c'est justement à cause du fait que vous n'avez pas été pressés que le Congo a eu une classe politique désastreuse, qui a chanté pour Mobutu et faisant de lui un dictateur, qui a chanté pour Kabila, le valorisant dans son infiltration, et aujourd'hui, certains d'entre eux se retournent contre lui pour l'accuser. C'est vrai qu'Abila était un élément de Rwandais, il a servi l'infiltration et autres, mais vous le savez, vous avez mangé avec lui. Vous n'avez pas aimé la République en ces temps-là, vous profitez d'aimer Félix Tshisekedi aujourd'hui. Donc vous qui disiez que les jeunes sont trop pressés, nous sommes pressés de voir un changement, et nous travaillons pour. Merci beaucoup. Et je souhaite que la ministre de la Jeunesse appelle des gens qui ont quand même la matière et qui peuvent l'aider. Pas le même mécanisme de recrutement qui nous amène des prétendus premiers ministres à 35 ans. On dit quand même un bon début de week-end à celle qui rend toujours M. Emmanuel Mouingue élégant comme ça. On la salue. C'est d'abord l'ADN de mon défunt père. C'est un homme qui savait s'habiller. Alors, Richard Ouidi, on va Maman, bon week-end, bon week-end. Voilà, on va prendre une pause musicale, quelques secondes seulement, et puis avec Ketabola, on va recevoir maintenant d'autres invités. Mais Ketabola nous demande parce qu'il doit aller vaquer à d'autres occupations. Donc, on va recevoir nos deuxièmes invités juste après ceci.